Eh bah déjà le 340e épisode du Coup Tordu. Le Coup Tordu, on vient parler vélo, on vient parler cyclisme. Le cœur lourd un petit peu pour ce dernier épisode du Tour de France 2025. Le Coup Tordu, c'est le podcast des passionnés pour les passionnés. Alors le Tour de France s'arrête, mais le Coup Tordu continue. Déjà, je vous annonce que jeudi ou vendredi prochain, je sais pas, on se retrouvera pour la preview de la Classica San-Sébastien. Alors ce qui est un peu casse-burne avec la Classica San-Sébastien, c'est que très souvent, on a vraiment les start list au dernier moment. Il y a des coureurs qui finissent complètement cramés du Tour de France, on les voit sur la start list, il y a tout le temps des forfaits au dernier moment de dernière minute, mais c'est une Classic World Tour qui est très très intéressante à analyser. Donc la course a lieu samedi prochain, donc il est possible que je vous balance la preview en podcast vendredi soir. Donc là je vous retrouve en solo pour la preview de cette toute dernière étape du Tour de France 2025. Pour les épisodes de la semaine prochaine, alors j'avais une autre option également pour lundi, j'avais la possibilité de vous faire ce qui s'appelle une rediff, à savoir ce que font souvent des podcasteurs, par exemple Guillaume Play avec son podcast Légende. Mon con, voilà, lui quand il a envie de se casser en vacances, il met une rediff. Je sais pas, pour ceux qui suivent l'entrepreneuriat, Pauline Léniaud, quand elle a envie de se barrer en vacances, elle met des rediffs. Bon, nous on n'est pas à ce niveau-là, le Coup Tordu, même si on claque des classements, on monte dans le top des podcasts de sport les plus écoutés en France, on reste un podcast totalement amateur, donc je vais pas vous mettre de rediff, mais simplement vous inviter à remonter sur l'épisode 225 si vous ne l'avez pas déjà écouté, ou pourquoi pas vous le remettre encore une fois, parce qu'on est vraiment hyper content, on est vraiment hyper fiers. C'est la première fois dans le Coup Tordu qu'on a eu en interview un coureur en activité qui va terminer dans le top 10 d'un grand tour. On a eu Eric Boyer qui avait terminé 6ème du Tour de France, mais Eric Boyer a arrêté le cyclisme il y a bien longtemps. Mais parmi les coureurs en activité, donc Jordan Jegat, on l'avait interviewé au mois de novembre l'année dernière, donc c'est l'épisode 225 du Coup Tordu. Je me suis refait un petit bout de l'interview cet après-midi, allez écouter ça. Voilà, si le vélo vous manque, si vous avez le cœur un petit peu lourd, si vous avez envie de replonger un petit peu dans l'ambiance Tour de France, et vous allez voir dans l'interview dans ce que nous avait dit Jordan au mois de novembre l'année dernière, il venait juste d'arrêter sa saison, il avait terminé très très tard, il avait fait des courses au Japon, il avait un petit break avant de reprendre son stage avec la Total Energy. Il disait quand même énormément de choses intéressantes, donc je vous laisse à réécouter tout ça. On l'avait eu avec Thibaut et avec Enzo, et voilà. Alors évidemment la France entière est sur lui, donc je vais pas aller lui casser les burnes et lui sauter sur les côtes pour refaire une interview, mais je pense que voilà, une fois que tout sera retombé tranquillement, calmement, j'essaierai de refaire un petit truc pour les interviews de cet hiver. Pour finir sur Jordan Jegat, on l'avait découvert à l'époque où il était à Nantes. Et pourquoi on avait mis vraiment les phares sur Jordan Jegat? Parce que le CIC Nantes Atlantique est une des premières équipes qui était sur Side Limit. Et là, pour moi, on est sur la saison 3 de Side Limit. Voilà, je vous rappelle, notre jeu de fantasy préféré, le jeu où on joue avec ses propres NFT. Et pourquoi dans ces cas-là, Side Limit, ça prend tout son sens. C'est que au-delà d'avoir un jeu de fantasy, gagner des rewards, de l'argent et se confronter les uns les autres, on vit aussi l'histoire avec les coureurs. S'il n'y avait pas eu Side Limit, je pense que j'aurais pas mis autant la lumière et les radars sur Jordan Jegat dès le début de l'année 2023. C'est-à-dire, ça a débuté quand on a eu Pierre Barbier dans le podcast. Pierre Barbier qui était à Nantes à l'époque, juste après l'arrêt de la BNB. On était dans les tout premiers épisodes de la première saison du Coup Tordu. Et quand on a demandé à Pierre si dans son stage avec Nantes, son stage de reprise avec Nantes, il y avait un coureur dans l'équipe qui était au-dessus des autres, direct, il nous a répondu Jordan Jegat. Il a dit celui-ci, il a le niveau World Tour. Et il nous l'a dit, j'arrête pas de lui dire d'ailleurs. Donc, ça a permis aussi à l'époque d'avoir des cartes, des NFT de Jordan. On va dire à pas très cher. Il y avait pas grand monde dans le jeu à l'époque. Et là aujourd'hui, évidemment, ces cartes ne sont plus disponibles à la vente sur le marché primaire parce que la Total Energy n'est pas dans les équipes sur Side Limit. En revanche, on peut toujours utiliser les cartes de Jordan, ces cartes de Nantes, les utiliser dans le jeu alors qu'il est, et soit marquer des points avec les performances de Jordan, ou éventuellement le revendre parce que je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup de managers qui sont intéressés par Jordan Jegat. On revient aussi sur la victoire de Callum Groves, parce que j'avais des choses à vous dire. Bon, alors là je vous avoue que Callum Groves, ça m'a à peine effleuré l'esprit. C'était vraiment sur un scénario sprint. Callum Groves en solo, je vous avoue que j'aurais jamais imaginé ce résultat là. Callum Groves, je voulais quand même souligner un petit peu l'histoire de ce garçon ces derniers mois, parce que Callum Groves, on le connaît quand même sprinter et pur sprinter. Il avait gagné, je crois, le maillot par points sur la Vuelta l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Et on arrive à l'hiver, donc il fait partie des top 10, top 12 des meilleurs sprinters du monde. Et l'hiver dernier, du côté de son équipe Alpecin,
on lui dit écoute, tu vas renforcer le train pour Philipsen et tu vas basculer poisson pilote. Parce qu'à la base, Callum Groves était sur le Tour de France pour être poisson pilote de Jasper Philipsen. Donc je pense que quand vous êtes un gros sprinter, parce que l'année dernière, en 2024, Callum Groves et Philipsen n'étaient pas alignés sur les mêmes courses. Et rappelez-vous sur le Nieuwsblad, où on a la victoire de Jasper Philipsen, c'est Callum Groves qui lui fait le lead-out. Et moi, quand j'ai vu la start list du Nieuwsblad, c'est ce que j'avais dit quand j'avais été invité par Guillaume Di Gradia dans Bistro Vélo, moi, quand j'ai vu la start list, je me suis dit, bon, bah, du côté des Alpecin, pour le Nieuwsblad, on vient avec 2 cartes. On vient avec 2 sprinters, on vient avec Philipsen et on vient avec Callum Groves. J'avais pas imaginé, vu le niveau de Callum Groves, qu'on le mette en poisson pilote, qu'on lui demande de faire le lead-out pour Jasper Philipsen. Donc j'imagine que ça a été une réflexion dès l'hiver, réflexion qui émanait du souhait de Mathieu Van Der Poel de ne plus faire le poisson pilote sur le Tour de France, en tout cas ne plus servir qu'à ça, parce que rappelez-vous du Tour de Mathieu Van Der Poel en 2024, il a fait beaucoup de lead-out pour Jasper Philipsen, mais il a été muselé à ça, il avait pris quasiment aucune échappée. Là, en 2 semaines de Tour de France, il a beaucoup plus existé qu'en 3 semaines de Tour de France l'année dernière. Donc Mathieu Van Der Poel voulait plus de liberté, donc fallait un poisson pilote pour Callum Groves, et faut avouer quand même qu'au niveau du train, si vous avez Mathieu Van Der Poel en P2, que vous avez Callum Groves pour le lead-out et que vous avez Jasper Philipsen pour mettre la balle au fond, on se retrouve avec le train le plus phénoménal de toute l'histoire des trains. D'ailleurs, je pense que un petit peu la suite, ça va être ça. Il y a des rumeurs qui envoient Alberto Dainese, par exemple, à la Soudal l'année prochaine pour faire le train de Tim Merlier. Donc voilà, on a déjà renforcé les trains en montagne en mettant Adam Yates qui fait podium de Tour de France avec Tadej Pogačar, en mettant Simon Yates qui gagne le Giro qui fait du train en montagne pour Jonas Vingegaard. Donc on empile déjà les meilleurs coureurs pour faire des trains en montagne. Et ben maintenant, je pense qu'on va aussi aligner les meilleurs sprinteurs pour faire des lead-out dans les sprints. C'est aussi une probabilité. Je pense qu'on peut se diriger vers ce genre de situation. Donc Callum Groves, il arrive sur le Tour de France. Il était là pour faire poisson pilote pour Jasper Philipsen. Et en logique, il aurait dû abandonner. Je crois qu'il devait abandonner à la montagne à la 10e étape. Hein, c'est ce qui avait été annoncé dès le début. Et pour ensuite faire un break et préparer la Vuelta. Donc, sauf que l'histoire, elle est complètement dingue. Abandon de Philipsen, abandon de Van Der Poel, Callum Groves qui reste sur le Tour de France et qui gagne la course. Je pense qu'il n'avait pas imaginé remporter une étape de cette manière. Donc en plus de ses qualités de sprinter, sa pointe de vitesse qui est l'une des plus redoutables au monde, il n'est pas dans le top 3 mais c'est quand même un des meilleurs sprinters du monde. Il est capable de taper n'importe qui. Il a tapé Olaf Koy notamment sur le dernier Giro, dans des circonstances un peu particulières, mais il l'a quand même battu. Mais c'est aussi un redoutable classic man, et ça c'est vraiment quelque chose qu'il faudra prendre en compte l'an prochain, dès 2026, parce que je pense que sur les Flandriennes, très honnêtement, avec ce qu'il a montré aujourd'hui et ce qu'il a montré sur le Tour de France, je pense qu'il arrivera avec de réelles ambitions, et à mon avis son statut qui était déjà très haut dans l'équipe Alpecin va remonter encore d'un petit cran. On va revenir également sur notre ami Tadej Pogačar. C'est quand même très bizarre, hein, cette fin de Tour de France. Ça nous laisse quand même un peu sur notre fin. C'était pétard et feu d'artifice sur les 10-12 premiers jours. Hein. C'est de l'avis unanime de tous les suiveurs. On n'a pas eu la bataille qu'on imaginait dans les Alpes, et on sent un Poggi un peu blasé. Et on va remonter un petit peu dans l'histoire du Tour de France. Alors Merckx, lui, après son 4e Tour de France, il avait décidé l'année suivante, je crois c'est en 74 il me semble, hein. Bon, j'étais pas né, hein, je vous rassure, mais il avait décidé de pas y aller. Bernard Hinault, après sa 4e victoire sur le Tour de France, lui il a eu une blessure, hein, c'est le corps qui a dit stop, c'est à ce moment-là où il a eu sa fameuse blessure au genou, et il y a eu l'avènement de Laurent Fignon en 1983 et en 1984, et Hinault est revenu en 85 pour gagner son 5e Tour de France et pour accompagner Greg LeMond sur sa victoire en 1986. Christopher Froome remporte ses 4 Tours de France, et en 2018 il décide d'aller sur le Giro. Il va sur le Tour de France en 2018, mais c'est déjà plus ou moins annoncé au départ que comme Froome a fait le Giro et qu'il va pas être à 100% sur le Tour de France, on donne la priorité à Geraint Thomas. En tout cas, les Sky à l'époque étaient arrivés avec 2 têtes, ce qui n'était pas le cas sur les Tours de France des années précédentes. Donc Christopher Froome avait terminé 3e de ce Tour 2018, mais on sent souvent que les coureurs, alors Indurain lui il avait empilé 5 à la suite, mais on sent que très souvent les grands champions, après 4 Tours de France en tout cas dans l'histoire, on a besoin aussi un petit peu d'air. Qu'est-ce qui se passe en interne pour que Tadej soit un peu blasé comme ça, lui qui a tout le sang de sourire, la banane, la patate, qui fait le con, qui s'amuse? Il doit se passer, je sais pas ce qui se passe en interne,
Il doit se passer des trucs. Est-ce qu'ils sont réveillés à 5h du mat pour des contrôles antidopage? Est-ce que cette espèce de pression qu'il y a autour, ce climat de suspicion, plus qu'il y a autour de Tadej Pogačar et de Mauro Gianetti qui s'est organisé depuis le début du Tour de France, est-ce que ça finit par peser sur son mental? Parce que les coureurs, on peut nous dire qu'ils regardent pas les réseaux sociaux. Même s'ils vont pas sur les réseaux sociaux, t'as toujours un mec qui va dire à un mec qui va dire à un mec qui va finir par dire bah tiens, lui il a dit ci, lui il pense ça, lui il a dit ci. Donc le climat peut être potentiellement un peu pesant. Au passage, il y a qu'en France qu'on a ce climat de suspicion. C'est Rodrigo, le commentateur en Belgique, qui souvent dit des grosses conneries, mais là il a dit un truc juste. Ce climat de suspicion permanent, c'est un truc qui est franco-français. Vous n'avez pas ça sur la Vuelta, vous n'avez pas ça sur le Giro. Donc, est-ce qu'on aurait un Tadej Pogačar qui ferait l'impasse sur le Tour de France en 2026 ? C'est une éventualité. Voilà, j'ai échangé un petit peu avec Enzo là-dessus tout à l'heure sur les réseaux sociaux. Il est aussi un peu, je vais pas m'exprimer en son nom, mais c'est aussi une idée qui lui semble assez cohérente. Donc voir un Tadej Pogačar, si Pogačar ne fait pas la Vuelta, les dernières infos disent que finalement il ne ferait pas la Vuelta, si Tadej ne va pas sur la Vuelta cette année, moi je suis prêt à parier que son année 2026, ça sera Giro Vuelta. Il va prendre une année de vacances sur le Tour de France. Va falloir bien guetter les interviews demain à l'arrivée sur les Champs-Élysées. Et voilà, s'il reste un peu dans cette optique de voilà, un peu badeux, un peu voilà, comme on a vu ces derniers jours, un peu blasé. Moi je pense que je partirai dès demain. Souvent après l'arrivée de la dernière étape du Tour de France, on a déjà des PLT pour le Tour de France 2026. Je pense que je partirai sur un PLT sur la victoire de Jonas Vingegaard. C'est une possibilité. Je vais un petit peu guetter, sauf si Poggi à l'arrivée de la course dit non, moi je serai là l'année prochaine, le Tour de France est ma course. Mais j'ai pas l'impression qu'il va avoir ce discours-là. Il parle de partir en vacances, enfin bref. Voilà, ça va rejoindre donc la preview, ce que je voulais vous dire donc sur cette dernière étape du Tour de France. Alors habituellement, je boycotte tout le temps les dernières étapes des grands tours parce que c'est pas le principe des parades ou des trucs, c'est que moi ça me fout le cafard, ça me fout le bourdon. J'aime bien me projeter vers l'avant. À la rigueur, voilà, si on a vu l'étape basique des Champs-Élysées, j'aurais plutôt regardé le Tour de Wallonie parce que je sais pas, moi ça me bade un petit peu la tête, ça s'arrête. On avait un rythme pendant 3 semaines, il y a toujours un petit vide. Alors il paraît que pour les coureurs le lendemain du Tour de France et le lendemain d'un gros tour, il y a un vide abyssal, mais vous, je suis sûr que vous avez ça aussi, vous ressentez aussi ça. Bah voilà, on a pris un rythme, les courses et Eurosport et Florian Pigeon et Louis-Pierre Frileux et Jackie Durand et Steve Chenel et voilà, et on est matricé comme ça, et puis le podcast, le coup tordu, et on se retrouve sur les réseaux sociaux, on est d'accord, on n'est pas d'accord, bref, il y a un rythme qui s'installe et à un moment donné ça s'arrête et forcément ça fait un petit vide. Donc c'est pour ça que voilà, j'ai tendance un peu à boycotter les dernières étapes, sauf que là on a une vraie étape avec 3 fois l'ascension de la rue Lopic, dont la dernière, le sommet sera jugé à 6 km de l'arrivée. Je vous invite à aller mater la preview. Écoute, c'est Titouan qui a fait la preview sur Vélo Futé. Big up à Titouan. Voilà, la preview de Titouan et puis la preview de Enzo aussi, qui va arriver sur son site The Big Gear. Allez mater également, bien évidemment, la preview d'Enzo. Alors, on a toujours notre PLT. Tadej Pogačar remporte 5 étapes. Bon, voilà. J'aimerais bien qu'il joue l'étape. Je vous avoue que j'ai d'énormes doutes. Sur le fait qu'il va jouer cette dernière étape. Il l'a dit d'ailleurs en interview, il a dit on va voir demain si on joue l'étape ou si on reste à l'arrière pour profiter de Paris. Je vous avoue que je suis inquiet. Pourtant, le Tadej de base, il a peut-être une occasion unique dans sa carrière d'aller lever les bras sur les Champs-Élysées, comme l'a fait Eddy Merckx, comme l'a fait Bernard Hinault. Eux, ils étaient capables d'aller tréfler les meilleurs sprinteurs au sprint. Là, Poggi, sur un sprint massif, c'est mort, il a aucune chance. Là, il y a une véritable occasion. Et il n'est pas dit que les organisateurs du Tour de France nous remettent la rue Lepic dans les années qui viennent. On n'en sait absolument rien. C'est pas une obligation. Donc là, il a peut-être l'occasion de sa vie de gagner une étape à Paris sur les Champs-Élysées face à l'Arc de Triomphe, de se faire un souvenir, mais peut-être le plus beau souvenir de la carrière. De sa carrière, l'un des plus beaux. J'ai pas l'impression que ça l'excite plus que ça. Donc on va voir. Peut-être que lui-même est encore en réflexion à l'heure qu'il est. Je sais pas. En tout cas, voilà. J'espère qu'il va y aller pour nous mettre le PLT au fond. Mais sinon, il y a un autre scénario, et il y a peut-être un autre scénario que Poggi veut éviter.
et qui rejoint un petit peu le scénario qu'on a vu ces derniers jours, parce que du côté de la Visma, ils l'ont dit, il y a eu une interview dans Sportza de Niersmann sur l'étape de la Plagne. Le plan de la Visma, c'était pas de lâcher Tadej Pogačar, le plan de la Visma, c'était de lui sucer la roue pour aller jouer l'étape. Donc Tadej a parfaitement compris l'histoire, et c'est pour ça qu'il a préféré Thymen Arensman. Il a laissé Thymen Arensman la mettre au fond. Donc là, si on se dit qu'on revient sur l'étape de la rue Le Pic, donc va falloir frotter à minima, mais j'ai peut-être envie de dire que c'est peut-être le début du Tour de France 2026 qui est déjà en train de se jouer. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Moi, si je suis Jonas Vingegaard et que j'ai envie de continuer à pourrir Tadej mentalement, qu'est-ce que je fais ? Je me mets peut-être que probablement, si Poggi déclenche dans la rue Le Pic, le seul vraiment qui est capable de le suivre, c'est Jonas Vingegaard, sachant que Mathieu Van Der Poel a abandonné. À la pédale, c'est Jonas, parce que Jonas a énormément travaillé son punch. Après, attention, il y a des pavés, ça peut être aussi un autre game. La rue Le Pic, c'est plus compliqué que ça n'y paraît. Bref, admettons qu'en haut de la rue Le Pic, Tadej et Jonas arrivent tous les deux. Descente, on arrive en bas de la descente, il reste 4 km, ils ont fait un trou, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que vous pensez que Jonas Vingegaard va relayer Tadej Pogačar pour aller jouer le sprint sur les Champs-Élysées ? Alors nous, c'est ce qu'on veut. En tant que public, c'est ce qu'on veut. Moi, je pense qu'il le relaie pas. Je pense qu'il le relaie pas et qu'il le dégoûte. Et pour ça, faut remonter au Tour de France, le premier Tour de France qui était remporté par Jonas Vingegaard, le Tour de France 2023, et j'ai l'impression que vraiment le contentieux entre Poggi et la Visma a démarré à ce moment-là. Rappelez-vous, il y a Van Hooijdonk qui part en échappée avec Tadej Pogačar qui était deuxième au classement général. Tadej avait plus de 7 minutes de retard sur Jonas Vingegaard, donc sur le plat en échappée sur les Champs-Élysées. Tadej n'avait absolument aucune chance de récupérer le maillot jaune. C'était pas possible, il aurait presque fallu qu'il prenne un tour sur les Champs-Élysées, et les Visma lui mettent Van Hooijdonk dans les pattes, et Van Hooijdonk ne le relaie pas. Et ça, à l'époque, Poggi l'a très très mal vécu. Il l'a très très mal vécu parce que déjà, même en relayant, ils avaient très peu de chances d'aller au bout. Poggi avait envie de faire le spectacle, et là, il s'est heurté à la rigueur de la Jumbo-Visma à l'époque, et donc le coup n'a pas été au bout, et c'est vrai que c'était un peu nul de la part de la Jumbo. Donc on est un peu dans ce jeu de pourrissement mental, et je pense que si Poggi a visé l'étape, je pense que tout simplement l'objectif des Visma, ça va être non pas de gagner l'étape, ça va être de faire perdre l'étape à Tadej Pogačar. Et moi, c'est un petit peu le scénario que je vois. Si Poggi décide de jouer l'étape, c'est-à-dire un troisième larron qui va, on va dire, qui va réussir à rester un peu dans les basques des deux autres, qui va les rejoindre en bas de la rue Le Pic, qui vont voir, qui vont un petit peu se regarder dans le blanc des yeux, et qui va en placer une à ce moment-là, et le temps que ça se réorganise derrière, il va plus ou moins réussir à la mettre au fond, voilà, ou alors il va se faire reprendre juste avant l'arrivée, mais le temps que ça se réorganise, ça peut jouer comme ça. La solution pour Tadej, ça serait d'amener avec lui un équipier genre Narvaez, mais ça, je pense que la Visma va aussi l'anticiper. Donc du côté de la Visma, on va essayer de faire en sorte que Wout van Aert soit pas trop loin en haut de la rue Le Pic. Voilà, c'est un petit peu le scénario que je vois. Si Tadej Pogačar décide de jouer l'étape, s'il décide, et il peut lui-même décider de sortir de ça et de ne pas jouer l'étape, et donc voilà, donc à partir de là, le scénario est complètement remis en cause. Mais voilà, Poggi, c'est un mec qui aime bien, je vais reprendre une expression de Jérôme Pinault, il aime bien le hurrah vélo. Voilà, comme il y a le hurrah football, il aime bien le hurrah vélo. Et avec Vingegaard qui lui colle au basque et qui lui suce la roue, comme on a vu sur la Plagne, c'est très très compliqué de faire du hurrah vélo dans ces cas-là. Donc très compliqué, vraiment très très compliqué à pronostiquer cette étape. Donc on va juste espérer une victoire de Tadej. Je vois pas trop sur quel scénario il gagne, mais on va espérer une victoire de Pogačar et que le PLT rentre, à savoir Tadej Pogačar remporte 5 étapes sur ce Tour de France, ce qui va mettre le bilan dans le vert ou dans le rouge sur ce Tour de France. Donc voilà, s'il ne gagne pas, ça sera dans le rouge. S'il le gagne, on reviendra sur un truc pas trop dégueulasse. Et bien évidemment, guettez les interviews de Tadej à l'arrivée de la course, parce que sur X, sur Twitter, je pourrais déjà balancer un petit PLT pour le Tour de France 2026. Voilà pour ce Tour de France. Un gros big up également aux féminines qu'on démarré le Tour de France. Alors je vous avoue, je vais regarder. J'ai regardé l'étape aujourd'hui. Pauline Ferrand-Prévot qui a failli gagner.
J'ai un grand respect pour les coureuses, pour ce qu'elles font. Je m'y intéresse de plus en plus. Va falloir qu'on interviewe des coureuses pendant l'hiver. Je vous rappelle qu'on avait reçu dans le podcast Michael Amand, qui est à la tête du projet Ma Petite Entreprise, qui vise à lancer une équipe féminine dès 2026. Et ils espèrent d'ailleurs être sur le Tour de France féminin dès 2026. Donc on essaiera, pourquoi pas, d'interviewer une coureuse de cette équipe-là. Donc c'est aussi quelque chose qu'on va développer, le cyclisme féminin de plus en plus dans le coup tordu. Mais là, au niveau du Tour féminin qui a lieu cette année, je vais pas jouer l'imposteur ou le mec qui sait, parce que je suis trop je suis pas assez calé encore en cyclisme féminin pour proposer un podcast, un truc avec des idées, des analyses. Alors après, des fois je dis de la merde, je peux complètement me planter. On peut ne pas être d'accord sur les analyses de course. Je fais aussi ça pour échanger, mais à minima, au moins je regarde les courses, j'écoute ce qui se dit, je regarde vos retours, les journalistes, les spécialistes, les consultants, les coureurs évidemment, Thibaut et Enzo bien sûr en priorité, et ça permet de faire un podcast qui s'appelle Le Coup Tordu et qui quand même marche plutôt bien, et je suis quand même très très content. Donc il y aura rien sur le Tour féminin pour cette année, même si l'année dernière ça nous avait pas empoché de rentrer un petit non, pas l'année dernière, l'année d'avant on avait rentré Demi Vologne à 1,60, l'année dernière on n'avait rien pris, donc on regardera, on appréciera le Tour féminin à sa juste valeur. Je vous rappelle que vous retrouvez Thibaut sur son compte X, son compte Twitter. Je le remercie encore pour tous les épisodes qu'on a fait sur ce Tour de France 2025. Thibaut Chambre sur X, sur Twitter. Enzo qui a pouponné son petit garçon. Vous l'avez entendu sur les toutes premières previews de ce Tour de France 2025. Alors, juste avant que le petit arrive, il était là pour la grande preview de ce Tour de France. Donc voilà, Enzo et son site Analyste Phoenix, où vous avez des previews de courses. Et si tout va bien, et logiquement tout ira bien, on se retrouvera jeudi ou vendredi prochain pour la preview de la Classica San Sébastien, et probablement également en quotidienne pour le Tour de Pologne. Allez, ciao les amis.